Monsieur الصوت ما كيتسمعش. Vous entendez mieux maintenant? Oui, monsieur. D'accord. J'ai approché le micro. Donc la réverbération, elle a un côté qualitatif et un côté quantitatif. C'est-à-dire que la réverbération participe à l'augmentation du niveau sonore dans le local. On a vu la dernière fois qu'il y a un niveau direct et un niveau réverbéré, une intensité directe et une intensité réverbérée. On va revoir ça peut-être à la fin de cette séance, si on a le temps de finir les exercices. Et on a défini le temps de réverbération. Donc l'aspect qualitatif, c'est plutôt un inconvénient. Et l'aspect quantitatif, c'est un avantage. Puisque grâce à la réverbération, le niveau va augmenter. Mais quand il y a trop de réverbération, la qualité sonore n'est pas bonne dans le local. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, les mots, c'est une succession de syllabes. Et donc, s'il y a trop de réverbération, on va entendre la deuxième syllabe, et la première syllabe, on n'a pas encore fini de l'écouter. Donc, il y aura un chevauchement des syllabes, et la parole ne va pas être très intelligible. Donc, il faut réduire le temps de réverbération, mais si je réduis trop, le niveau sonore va baisser aussi. Donc, il y a un compromis. Ce compromis, il est réglementé en fonction de l'utilisation du local. C'est-à-dire qu'il y a une valeur du temps de réverbération qui réalise le confort acoustique, et ce, pour chaque utilisation du local. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc d'abord, quel est ce compromis? Et ensuite, comment obtenir ce compromis à partir d'un traitement du local. Donc là, on est arrivé au traitement acoustique des locaux. La relation qui existe entre le temps de réverbération et le coefficient d'absorption de Sabine, c'est tout simplement, le temps de réverbération, c'est 0,16 fois le volume sur la surface totale fois le coefficient d'absorption de Sabine. Alors, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs aspects du traitement de local, mais je vais aller directement vers l'aspect statistique. C'est-à-dire qu'une fois vous avez un local, normalement, à l'état brut, il est trop réverbérant. Pour quelle raison il est trop réverbérant? Parce que les matériaux classiques de construction qu'on utilise dans un local, à savoir le béton, le plâtre, le verre, le bois, tout ça, c'est des matériaux qui n'absorbent pas beaucoup. Donc, il y aura beaucoup de réverbération à l'état pur. Donc, normalement, il n'y a pas de confort acoustique dans un local brut comme ça. Vous rentrez dans un local fraîchement construit. Si vous poussez un cri ou vous dites « Ah », vous allez continuer à l'entendre pendant un certain moment. Et si vous voulez communiquer, la qualité de la parole n'est pas bonne. D'ailleurs, vous constatez que maintenant, la salle est vide, il n'y a que 2 élèves. Et la qualité sonore, vous devinez, elle est moins bonne que si la salle était complètement pleine. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'absorption, parce que même les étudiants absorbent le son. Donc, a fortiori, s'il n'y avait pas de meubles, s'il n'y avait rien du tout, donc la communication n'aurait pas été bonne. Et dans ce cas, il faut effectuer une correction, c'est-à-dire qu'il faut ramener le temps de réverbération qui initialement n'était pas réglementaire à une valeur qui soit réglementaire, c'est-à-dire qui assure le confort acoustique.
comment je choisis cette durée de réverbération? Si je n'ai aucune information sur l'utilisation du local, on peut utiliser par défaut cette formule 0,5 racine cubique de V exprimée en mètres cubes sur 30. Vous constatez que cette formule-là nous donne un temps de réverbération autour de 0,5 secondes, parce que le volume il est au voisinage de 30 mètres cubes. Par exemple, si vous prenez un local dans un logement, dans un local d'habitation, on peut prendre par exemple comme dimension 3 mètres sur 4 mètres sur 2 mètres et demi sous plafond. Donc si je fais calcul de volume, 3 fois 4, 12, fois 2,5, ça fait 30 mètres cubes. Hein. Mais si c'est plus, donc ça va être au voisinage. Par exemple, si je trouve 60 mètres cubes, donc ça va faire racine de 2, racine cubique de 2, qui est 1,1, quelque chose comme ça. Donc c'est au voisinage. Plus le volume est grand et plus le temps va être supérieur à 0,5. 0,5 secondes, c'est justement l'ordre de grandeur du temps de réverbération qui réalise le confort acoustique pour avoir un temps suffisamment élevé pour ne pas être obligé de crier pour communiquer, parce que on se sert de la réverbération pour augmenter le niveau sonore dans le local. Ce n'est pas concerné à l'extérieur, mais pas trop, parce qu'on garde quand même la qualité du son. Par contre, si on connaît l'utilisation du local, eh bien, on peut avoir une valeur plus précise du temps optimum qui réalise le confort dans le local. Cette courbe-là que vous avez ici, elle vous donne le temps de réverbération optimum en fonction du volume de local pour différentes utilisations. Et ce, à une fréquence de 500 ou de 1000 Hz, puisque le temps de réverbération dépend de la fréquence, comme tout phénomène acoustique d'ailleurs. Par exemple, dans cette figure, si je prends un local dont le volume est de 2000 mètres cubes, une grande salle qui peut servir comme un théâtre ou comme une salle de cinéma, une salle d'opéra, une salle de concert, etc. Donc il y a plein d'utilisations pour ce même local. Mais on va prendre, par exemple, on va s'en servir comme théâtre ou comme salle de concert. C'est-à-dire, je vais présenter des pièces théâtrales dans ce local ou je vais présenter un concert de musique. Selon l'utilisation du local, le temps de réverbération qui est optimum n'est pas le même. Pour la parole, il nous faut 1 seconde de temps de réverbération. Pour la musique, 1,5 secondes. Je vous ai dit que pour la musique, au contraire, la réverbération peut être recherchée. C'est plus agréable d'écouter la musique avec la réverbération que sans réverbération. Parce que la musique, c'est une suite de notes de musique. Et si il n'y a pas de chevauchement, on aura l'impression d'avoir une note de musique, un silence, puis un autre, un silence. Mais grâce à la réverbération, on a une continuité et c'est plus agréable à écouter. Donc, dans les studios de musique, Ouais. quelques-uns avec ça se passe comment? Alors, il y a les studios dans lesquels d'enregistrement. Alors, dans le studio d'enregistrement, pourquoi on peut réduire le temps de réverbération pour l'enregistrement? Parce que c'est pour éviter les bruits parasites. Mais lorsque on veut écouter en auditorium, les gens qui sont à l'intérieur doivent avoir une bonne sensation de la musique. Et donc pour cela, on cherche à avoir plus de temps de réverbération. Il y a une valeur qui est optimale, parce que si c'est trop grand, au contraire, on perd l'information. Parce que quand il y a beaucoup de réverbération, le son ne disparaît pas spontanément, il continue à exister. Donc il y aura des chevauchements du son. Et donc on n'a plus l'information initiale. Donc il faut avoir un bon compromis, et le compromis il est donné
par la réglementation. Donc, on construit un théâtre de volume de 1000 mètres, alors 2000 mètres cubes. Alors, on vous dit, il faut faire en sorte que le temps soit égal à 1 seconde. Si on ne fait aucun traitement du théâtre, le temps sera certainement supérieur. Pourquoi je vous dis qu'il est supérieur? C'est d'après la formule de Sabine, que j'ai affichée tout à l'heure. On a le temps est inversement proportionnel à l'aire d'absorption équivalente. Si vous voulez, je peux l'afficher à nouveau, puisqu'on va l'utiliser. Voilà. Le temps de réverbération est inversement proportionnel à grand A, et grand A c'est égal à sigma de alpha I SI. Donc, les alpha, ce sont les coefficients d'absorption. Donc, plus il y a d'absorption, moins il y aura de temps de réverbération. Donc, le A, sans traitement, est petit. Pourquoi? Car la valeur des alpha I est petite. Regardez, quel est l'ordre de grandeur des alpha I? Voici la courbe que je vous avez dans le cours. Voilà. 0,02, 0,04, 0,03, donc c'est une petite valeur de alpha. Donc quand je vais écrire sigma des alpha I SI, je vais trouver une petite valeur de grand A. Qui dit petite valeur de grand A dit grande valeur de grand T, puisque T est inversement proportionnel à A. Le temps de réverbération est inversement proportionnel à l'aire d'absorption équivalente. Donc, il y a peu de chances pour avoir un temps optimum. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire normalement? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut traiter le local. Il faut remplacer les revêtements initiaux qui étaient, par exemple, pour le plafond, c'était le plâtre, par exemple, pour les murs, c'était le béton. Il faut les remplacer par un matériau absorbant, dont la valeur de alpha est élevée. Regardez ici, il y a des, par exemple, si je prends du polyuréthane, vous voyez, c'est 0, ici 0,48, 0,65, etc. Évidemment, ce n'est pas absorbant dans toutes les fréquences. Hein. On peut avoir de la laine de verre, on peut avoir, au sol, je vais mettre de la moquette. Donc, si vous mettez de la moquette, vous allez avoir des valeurs. Bon, c'est vrai, à basse fréquence, ce n'est pas beaucoup, mais aux fréquences élevées, on peut avoir des valeurs plus élevées. Donc, notre problème, c'est comment traiter le local pour avoir un bon temps de réverbération. Donc, quels sont les matériaux d'abord utilisés et quelle est la surface à recouvrir de ce matériau pour réaliser la correction. Donc, ce sont les deux problèmes qui peuvent se poser dans la correction. Alors, lorsque on a des fréquences moyennes, 500 000, donc voici la valeur du temps de réverbération qu'on doit utiliser pour réaliser une bonne correction. Dans les studios radiophoniques, dans les salles de conférence, dans les théâtres, etc. Vous voyez, dans les studios d'enregistrement, au radiophonique, hein, vous voyez le temps qui est optimum est petit, hein, parce qu'on cherche à éviter au contraire la réverbération, parce que si je suis en train d'enregistrer et le stylo tombe, le bruit ne va pas arriver, parce que là, le son va être absorbé. Donc, il faut éviter tous les bruits parasites. Donc, on augmente l'absorption, comme ça, je n'enregistre que le son direct. Mais, d'un autre côté, la réglementation ou la norme veut que vers les basses fréquences, il y ait plus de réverbération que dans les fréquences médium et aiguës. Par exemple, dans l'exemple de tout à l'heure, donc vers la fréquence, il faut multiplier par un coefficient qui peut atteindre jusqu'à 1,5 la valeur
dans les médiums et les aigus. Dans le cas de tout à l'heure du théâtre, par exemple, c'était 1 seconde à 500 Hz, à 1000 Hz, 1 seconde. On doit avoir 1 seconde partout, mais vers les basses fréquences, il nous faut, par exemple, ici 1,1 seconde à 250 Hz et 1,5 seconde à 125 Hz. Pourquoi est-ce qu'on cherche plus de réverbération pour les sons graves? Est-ce qu'on cherche le... Oui? Pourquoi est-ce qu'on cherche plus de réverbération? Pour les graves, pourquoi pour les graves, il me faut plus de réverbération que pour les aigus et les médiums pour la qualité d'écoute. Sachant que la réverbération, on a dit a priori, ça ne joue pas en faveur de la qualité de sonore. Mais qu'est-ce qu'on recherche ici? Ce n'est pas la qualité. Ce qu'on cherche ici, c'est la quantité. Pourquoi est-ce qu'on cherche à augmenter la réverbération? C'est-à-dire avoir un son plus fort, plus intense dans les basses fréquences. Qu'est-ce qu'on a dit pour la sensation auditive de l'être humain? Hein? Il n'est pas sensible aux graves. Les graves ne sont pas très bien captés par l'oreille humaine. Donc le fait de mettre plus de réverbération sur les graves, ça permet à l'oreille de mieux capter les sons graves, parce qu'ils sont plus forts, puisque vous avez le niveau direct et le niveau réverbéré qui est élevé. Donc le son qui va arriver, les graves vont mieux être perçus par l'oreille grâce à la réverbération dans le domaine des graves. Il n'y a pas de risque d'avoir une mauvaise qualité dans les graves, parce que de toutes les manières, notre oreille ne capte pas beaucoup les graves. Donc même s'il y a trop de réverbération, de toutes les manières, notre oreille ne va pas les capter, parce que là, il y a une atténuation au niveau des oreilles, ce qu'on appelait une pondération. À 125, si vous vous souvenez des TD qu'on a fait dans la première partie, il y a moins 16,1 décibels de moins qui sont entendus dans les graves. Et donc, ça veut dire qu'il vaudrait mieux avoir un son plus fort dans les graves qui est capté grâce à la réverbération. Voilà, donc ça c'est la répartition. Et on va faire en sorte que la réponse du local dans toutes les fréquences va être comme celle qui est indiquée par la norme. Alors pour cela, on va utiliser des matériaux avec lesquels je vais recouvrir certaines parties du local pour aboutir au temps de réverbération optimum qui a été défini comme précédent. Et donc, les matériaux en 3 catégories en fonction des fréquences qu'ils absorbent. Alors, les plus utilisés, ce sont les matériaux fibreux ou poreux qui absorbent les aigus. Justement, ce sont les aigus qui doivent être le plus traités parce que notre oreille est très sensible aux aigus. Donc, s'il faut faire un traitement, c'est plutôt au niveau des aigus. C'est pour ça, souvent, ce sont ces matériaux-là qu'on utilise pour l'absorption. Alors, ces matériaux sont constitués de pores, c'est-à-dire de trous, ou de fibres. Alors, tels que les feutres, c'est-à-dire le velours, etc., les moquettes, les tapis, par exemple, les mousses. Les mousses, c'est les matériaux, les polymères, les matériaux blancs qui servent pour l'emballage. Hein. C'est des matériaux qui sont absorbants. À propos, tous ces matériaux absorbants sont aussi des matériaux isolants au point de vue thermique. Alors, une partie de ces ondes acoustiques est absorbée par ces pores. Alors, en effet, si vous regardez ces matériaux-là,
Normalement, si vous avez une surface lisse comme ça c'est la surface qui absorbe. Mais si vous avez un matériau poreux, c'est-à-dire avec des trous comme ça, hein, comme vous regardez ici au plafond, vous voyez, c'est pas lisse. Donc, qu'est-ce que vous avez? La même surface va me donner une surface beaucoup plus grande. Hein. Les trous qui sont à l'intérieur vont absorber. Donc, le son qui va arriver sur cette surface-là va être plus absorbé que le son qui va arriver sur cette surface. De même, si vous avez un matériau fibreux, donc là, vous avez des fibres comme ça. Donc, si j'agrandis, vous allez avoir chaque fibre, ça va être comme ceci. Hein. Donc, il y a toutes ces surfaces-là, il y a ces surfaces, mais il y a toute cette surface-là qui va absorber aussi. Donc, les matériaux fibreux absorbent beaucoup plus le son que les matériaux qui sont lisses comme ça. Et donc, ça nous donne plus d'absorption. Et ça absorbe les aigus. Alors, pour ne pas trop basculer, je vais vous présenter les deux autres types de matériaux qui peuvent absorber. Donc là, ça absorbe les aigus. Les aigus, c'est-à-dire 2000, 4000 Hz. Alors, il y a des matériaux qui peuvent absorber les graves. On ne les utilise pas beaucoup parce qu'on n'a pas toujours besoin d'absorber les graves. Parce qu'on vient de voir que on cherche de la réverbération dans les graves. On l'utilise seulement si cette réverbération est vraiment trop grande. Et dans ce cas-là, on va être obligé, même pour les graves, de les réduire, mais un peu, pas autant que les aigus. Les matériaux qu'on utilise pour absorber les graves sont ce qu'on appelle les panneaux. Donc là, ici, on appelle les matériaux poreux ou fibreux. Alors les panneaux, de zen, panneaux, je crois comme ça. Je ne sais pas s'il y a un N ou deux N. Deux N. Hein. Alors le panneau, c'est on a un support, par exemple le plafond, et puis une membrane. Une membrane, c'est un matériau très fin. Par exemple, une plaque de contreplaqué, c'est-à-dire très fin, quelques millimètres d'épaisseur. Et cette plaque-là, qui est très fine, va être accrochée au plafond ou montée sur le mur ou sur le sol. Il y a un support. Et ce support, il est tel que on a une distance D, et là, on a une masse M, M en kilogrammes par mètre carré, une masse surfacique. Et là, on a D, évidemment, en mètres. Alors, on démontre que cette structure-là, elle est complexe, elle a un mode propre. Qu'est-ce que c'est qu'un mode propre? C'est la fréquence à laquelle une structure vibre une fois elle est excitée. Par exemple, je prends cette structure, vous voyez, je vais essayer de... Ça, c'est une structure, un pendule. Hein. Voilà. Je l'excite et vibre avec son mode propre. En fonction de cette longueur, hein, donc, je change de longueur, il y aura un autre mode propre. Hein. Mais les structures, chaque structure a un ou plusieurs, ou une infinité d'ailleurs de modes propres. La structure qui est ici, son mode propre, on le calcule et on trouve que c'est égal à une fréquence, elle est de 600 sur racine de m fois d. C'est ça. Regardez dans le cours, Polycope. Ce n'est pas la formule qui m'intéresse, c'est que c'est une valeur qui est comprise dans le domaine des basses fréquences, c'est-à-dire 125, 250 Hertz.
C'est ça la formule. Hein. Donc, cette fréquence-là, elle est faible. Donc, lorsque je vais exciter la structure avec une fréquence qui ne coïncide pas avec sa fréquence propre, c'est-à-dire, par exemple, une fréquence élevée. Le son a une fréquence élevée, et donc, la structure va répondre sa fréquence propre avec sa propre fréquence, mais le signal va être réfléchi. Maintenant, si vous excitez avec une fréquence qui est basse, qui est égale à sa fréquence propre, le phénomène de résonance, qu'est-ce que c'est? C'est que l'amplitude va augmenter. Si je reviens ici à mon problème, ici, donc, lorsque j'excite, si à chaque fréquence, je donne une excitation en phase, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, l'amplitude va changer, hein, va augmenter. Donc, quand j'excite une structure avec sa propre fréquence, le phénomène de résonance fait que l'amplitude va augmenter. C'est l'explication du fait que dans un séisme, par exemple, un séisme, c'est comme une onde acoustique. Il y a plusieurs fréquences dans le tremblement de terre. Vous pouvez avoir un mur qui est solide et un mur à côté qui est fin, et pourtant le mur solide est détruit par le tremblement de terre, alors que l'autre mur, qui est apparemment pas très solide, ne va pas tomber. Pour quelle raison? Quand je les excite, alors dans le tremblement de terre, il y avait une fréquence qui était égale à celle du mode propre. Et donc, le mur a commencé à répondre selon son mode propre, mais comme il est excité en phase avec son mode propre, l'amplitude va augmenter, passer du domaine élastique au domaine plastique à la rupture. Par contre, ici, il n'y avait pas de fréquence dans le séisme qui coïncidait avec celle de ce mur. Bien qu'il ne soit pas solide, il répond avec son mode propre dans le domaine élastique, mais comme il n'est pas excité en phase avec sa réponse, il reste debout, parce qu'il vibre, mais il vibre dans son domaine. Hein. Il n'y a pas d'excitation en phase qui donne le phénomène de résonance, c'est pour ça qu'il n'est pas détruit. Alors, c'est pareil, ici pour le son, lorsque vous avez l'excitation avec le mode propre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'oscillation de la structure va être avec plus d'amplitude. Et pour avoir plus d'amplitude, il nous faut plus d'énergie. Et quelle est l'énergie qui va être transmise? Elle va être toute petite parce que le phénomène de résonance. C'est pour ça que cette onde-là va être absorbée. Ça s'appelle un panneau fléchissant, ou on appelle aussi un plaquage. Il y a un troisième type de matériau, on va le voir aussi dans les diapos, c'est ce qu'on appelle les résonateurs. Le résonateur, c'est une structure qui a l'allure suivante, c'est-à-dire comme une bouteille, avec un coup, un volume et une surface. On a S, L et V. Cette structure peut subir un phénomène de résonance. Si vous voulez, je vais vous faire une petite expérience pour mettre en évidence la résonance de cette structure. Donc, on a dit, là j'ai une bouteille, moi je l'ai gardée. Donc, vous avez ici une bouteille, donc c'est un résonateur, hein, avec ici le L, avec là la surface, et là le volume.
Donc, je vais souffler comme ça. Très fort, j'entends rien. J'entends, je souffle doucement. J'entends rien. Et puis, je vais faire quelque chose d'intermédiaire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un phénomène de résonance. Hein. Si j'avais un verre, s'il n'y avait pas cette forme-là, il n'y avait que ça, et je souffle sur le bord du verre, je ne vais pas entendre. Hein. Donc, il faut cette forme-là pour qu'il y ait une résonance. Donc, quand on a cette allure-là, eh bien, quand le son va arriver avec la fréquence de résonance, encore une fois, il sera absorbé. Et quand je calcule, d'après la mécanique des vibrations, la fréquence de résonance, ici, elle correspond au médium, c'est-à-dire 500 000 Hertz. Une méthode qui permet de... Ça dépend du matériau. non, vous voyez, ce n'est pas le matériau qui compte, c'est... qui sont en plastique ou en verre, de toute façon, si vous soufflez, vous n'allez jamais obtenir le son, parce qu'il n'y a pas de résonance. Donc, pour la c'est comme une flûte aussi. Hein. Donc, il faut avoir une certaine forme géométrique pour pouvoir trouver une fréquence de résonance. Alors, cette forme-là, on va en profiter justement. Des fois, on a un plaquage comme ça, et on peut, à partir de ce plaquage, construire un résonateur. Donc, je vais agrandir cette figure. Donc, voici le plaquage, comme ceci. Si je perce ce plaquage avec des trous, qu'est-ce que je fais? Je construis en parallèle. Donc, je vais avoir ici un volume avec ici une surface, et là. Et donc, quand je vais avoir ici un signal qui va venir avec la fréquence médium, qu'on peut calculer, la formule est dans le poly, donc, eh bien, dans ce cas-là, il y aura une petite réflexion parce que le son, la résonance qui a eu lieu à l'intérieur de cette structure, eh bien, il a absorbé l'énergie de l'onde incidente, si bien qu'il n'y a qu'une petite partie qui a été réfléchie. On peut choisir différentes tailles du trou pour absorber encore plus de fréquences. Vous rencontrez ça dans les grandes surfaces, quand vous allez au mall, là, vous regardez, dans certaines parties, vous avez des plafonds avec des trous, et je vous montrerai tout à l'heure des photos où on a ce genre de plafond. Donc là, je reviens pour alors là, les panneaux fléchissants, la fréquence est 600 sur la racine de m fois d. Ils absorbent les basses fréquences, c'est-à-dire les sons graves. Et puis vous avez donc les résonateurs. On calcule la fréquence de résonance en fonction des caractéristiques géométriques indépendamment du matériau. En fonction de la surface, du volume et de la longueur qui constitue ce résonateur. Donc si vous avez un panneau perforé, on construit des résonateurs en parallèle et grâce à ce panneau, je vais absorber les sons médiums. C'est les médiums 500 000 Hz. Oui, c'est la limite, c'est subjectif. Hein, donc généralement, comme il y a 6 octaves qui sont étudiées, les deux premières octaves, 125 et 250, c'est les graves. Les deuxièmes, 500 et 1000, médium. Et troisième, 2000, 4000, les aigus. Bon, comment est-ce que je vais procéder pour la correction?
Tout d'abord, je détermine le temps optimum, soit par la formule, soit par la courbe, soit tout simplement d'après le cahier des charges de celui qui veut avoir ce local. En fonction de son utilisation, il peut juger que le temps recherché est de telle valeur. Alors, une fois on impose le temps, on impose de manière indirecte la valeur de A. Or, A égale sigma de alpha I SI. Donc, il faut une bonne combinaison de SI et de alpha I pour trouver le A qui lui-même va me donner le temps optimum. On peut combiner également les différentes solutions pour couvrir toutes les fréquences. C'est-à-dire utiliser en même temps les trois types d'absorbants pour justement couvrir les aigus, les graves et les médiums. Voilà, par exemple, hein, donc si j'utilise le panneau, le résonateur et le matériau poreux, quelle va être l'absorption globale du local? Bon, on va absorber toutes les fréquences. Hein. Selon le domaine, ça va être soit le panneau qui va l'emporter, soit le matériau poreux, soit le résonateur. Si vous voulez, on peut revenir, mais j'ai déjà fait, c'est pas la peine de revenir. C'est-à-dire, dans le tableau, je vous ai montré tout à l'heure des valeurs de alpha, mais pas pour le panneau fléchissant. Donc on va faire, ça fait rien, je vais revenir. Voilà, ici. Voici un plaquage de bois, c'est un panneau fléchissant, avec une épaisseur de 8 mm pour la membrane, ce qui nous donne une masse surfacique de 5 kg par mètre carré, et avec de l'air à 30 cm entre le plafond et la membrane, si c'est au plafond. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Que vers les basses fréquences, on a 0,25, c'est une grande valeur d'absorption, et vers les fréquences élevées, il n'est pas très efficace, on a à peine 0,08, 0,03, donc ces petites valeurs, mais ça absorbe les basses fréquences. Par contre, la laine de verre, qui est un matériau poreux, la laine de verre, eh bien, elle va nous donner des valeurs très élevées, mais aux fréquences élevées. Voilà. Alors là, ici, on a des photos de... Je vais peut-être essayer d'agrandir ces photos-là. Je n'arrive pas à agrandir la photo. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais afficher les photos. Donc, qu'est-ce que vous constatez sur ces photos? Tout d'abord, la première photo à gauche que je vais afficher tout de suite, elle représente un plateau de bureau
Et ce plateau de bureau, au plafond, vous avez des matériaux absorbants qui sont suspendus. Alors, dans un plateau de bureau, dans la fonction plateau de bureau, vous avez des opérateurs, et ces opérateurs, normalement, ils ne doivent pas avoir de communication horizontale entre eux. Chacun travaille avec son PC, son téléphone. A priori, il n'a pas besoin de connaître ce qui se passe de l'autre côté. Donc, il faut une certaine intimité. Pour avoir l'intimité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire au maximum le temps de réverbération. Comme ça, si cette personne parle, les personnes qui sont plus loin ne vont pas l'entendre. Ils vont entendre que le niveau direct, qui baisse avec la distance. Et le niveau réverbéré est faible dans ce local. Donc, on n'a pas besoin de réverbération. C'est pour ça qu'on a utilisé des panneaux d'absorbants. En plus, pourquoi est-ce qu'on les a suspendus et on ne les a pas collés au sol, au mur, c'est-à-dire au plafond? Hein, d'abord parce qu'on a un plafond qui est très haut, donc on peut se permettre. Mais quel intérêt, quelle est la différence entre le fait de le coller ou de le suspendre? Donc, toujours dans le premier. J'aurais pu le coller comme dans le deuxième. Dans le deuxième, vous voyez, il est collé. Il n'est pas suspendu. À gauche, il est suspendu. Quel est l'intérêt d'avoir suspendu? C'est que je vais profiter des deux surfaces. Les deux surfaces vont absorber, recto et verso. Alors que lorsque je le colle, il y a une seule surface qui absorbe. L'autre surface, elle est contre le mur, donc elle ne va pas participer à l'absorption. Mais évidemment, pour cela, il faut avoir un plafond suffisamment haut. Donc là, c'est un traitement acoustique de ce local. Et justement, la surface a été élevée, d'abord parce que le volume est élevé, et aussi parce qu'on cherche un temps de réverbération, d'après l'utilisation de ce local, qui soit très petit. Donc, qui dit très petit temps de réverbération, dit aussi une absorption qui doit être très grande. Là, sur la photo de droite, vous avez également un couloir, une circulation qui a été traitée. Est-ce que je recherche dans ce couloir, d'après le traitement, l'amélioration du côté qualitatif ou du côté quantitatif de la réverbération? Pourquoi je réduis la réverbération? Parce qu'en réduisant la réverbération, c'est soit je réduis le temps de réverbération, soit je réduis le niveau sonore. Donc, il y a deux conséquences. Hein. Quand je réduis la réverbération, je réduis le temps de réverbération, ça c'est le côté qualitatif, et je réduis le niveau sonore, ça c'est le côté quantitatif. Ici dans le couloir, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la qualité ou la quantité du son? La quantité, hein, ce n'est pas la qualité, parce que la qualité, on ne cherche pas à communiquer dans les couloirs. C'est un espace de transition. Et pourquoi je cherche à réduire le niveau sonore dans le couloir? Oui, vous dites? On ne cherche pas la qualité, on a dit. On cherche au contraire à réduire cette réverbération. Donc la qualité ne m'intéresse pas dans le couloir. Alors pourquoi je vais réduire le son dans le couloir? C'est pour éviter, parce que le couloir, dans un couloir, vous avez plusieurs portes. Donc, ici, il y a un couloir, et vous avez cette salle et la salle qui est à côté. Alors quand moi je parle, il y a la paroi séparatrice qui isole l'autre salle de cette salle. Mais le son peut sortir, comme c'est le cas maintenant. Vous voyez, on est en train d'entendre la salle d'à côté. Et d'où vient le son? Est-ce qu'il vient des murs? Non, il vient du couloir. Alors, le fait de traiter le couloir, ça permet de réduire la transmission indirecte à travers le couloir, parce que le son passe à travers la paroi séparatrice, on peut bien la dimensionner pour avoir une bonne isolation, mais nos efforts peuvent s'avérer inutiles parce que je peux très bien améliorer
la séparation pour avoir une bonne isolation, mais le son, de ce qui va venir, il va venir du couloir. Le son va sortir dans le couloir et rentrer à nouveau dans l'autre salle. Donc le fait de traiter le couloir, ça participe de manière indirecte à une bonne isolation entre deux locaux qui se trouvent dans ce couloir. Donc ça, c'est une remarque. Je vous donne d'autres photos. Là, vous voyez, sur le plafond, on a mis un résonateur. Donc, c'est un panneau fléchissant qui sert aussi de résonateur. Donc, vous voyez qu'il y a un espace entre le plafond et la membrane, et vous avez des trous qui ont été dimensionnés pour absorber une certaine fréquence. Vous constatez, toujours dans cette figure, qu'on n'a pas recouvert la totalité du plafond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fait un calcul préliminaire pour trouver quelle est la surface nécessaire qui va nous permettre d'aboutir à la correction acoustique. Ce n'est pas la peine de dépenser beaucoup d'argent pour recouvrir la totalité du plafond. Parce que vous voyez qu'ici, un seul panneau m'a servi pour effectuer la correction. Ce n'est pas la peine d'acheter 4 ou 5 ou 6 panneaux supplémentaires parce que celui-ci a été suffisant. Comment savoir que c'est suffisant? C'est par le calcul. Hein. C'est le calcul qui va me permettre de dire quelle est la surface à recouvrir. Et là, sur la figure de droite, là, vous voyez aussi c'est un plafond avec des petits trous. Je ne sais pas si c'est visible sur la photo. En plus, les trous ne sont pas tous de la même taille. Il y a deux tailles, ça veut dire qu'on aura deux fréquences de résonance, fréquences qui vont être absorbées. Et enfin, on peut utiliser des membranes sur les cloisons. C'est plus rare parce qu'on va utiliser les cloisons, les murs, que lorsque il n'y a pas de place au plafond. Par exemple, ici, vous voyez le plafond, on l'utilise pour l'éclairage, pour l'aération, on peut suspendre des choses. Donc, effectivement, quand il n'y a pas de place au plafond, on est obligé d'utiliser les murs. Mais on les laisse en dernier recours. On utilise d'abord le plafond parce que c'est bien protégé. Et si ce n'est pas suffisant pour la correction, on passe au mur. Donc maintenant, on va faire des exercices pour bien assimiler ce qu'on vient de voir. Hein? Septembre, il est combien? J'ai envoyé toute, j'ai envoyé la solution. Hein? Alors là, les données qui sont ici, ce sont celles de l'expérience que je vous ai montrée, qui consiste à mesurer le coefficient d'absorption d'un matériau dans une salle réverbérante. Voilà, je vais afficher à nouveau, comme ça. Et ensuite, on va corriger le tableau. Voilà, ici. Donc moi, je cherche à mesurer le coefficient d'absorption d'un matériau. Ici, dans l'exercice, c'est de la laine de verre. Je prends une salle réverbérante. Alors, une salle réverbérante, c'est une salle où le temps de réverbération est très élevé, plusieurs secondes. C'est pour réduire l'erreur de mesure. Si on a une erreur de 1 centième de seconde sur 10 secondes, ce n'est pas comme 1 centième de seconde sur 1 dixième de seconde. Dans le premier cas, on a une erreur de millième, alors que dans le second cas, on a une erreur de dixième. Donc, il vaut mieux prendre de très grandes valeurs de temps. Donc, j'émets un son et je mesure le temps de réverbération. Alors, on fait deux expériences successives. La première expérience se fait avec la salle nue. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant de poser le matériau, je mesure le temps de réverbération grâce à la formule de Sabine. On va l'écrire à nouveau tout à l'heure. Je colle du matériau
je colle, je distribue sur la surface pour limiter encore une fois les erreurs, mais on a une surface SM du matériau. Et je mesure à nouveau le temps de réverbération de la partie de la salle en partie recouverte du matériau étudié. On trouvera une deuxième formule. On va la justifier tout à l'heure. En combinant ces deux formules-là, je vais tirer la valeur du coefficient d'absorption de mon matériau. Donc, c'est l'objectif qu'on va faire là dans le cours. Je vous donne directement la solution. Alors, nous, on va faire ça en exercice. Donc, je vais vous laisser prendre, pour ceux qui n'ont pas le poly, l'énoncé. Donc, dans cet énoncé, on vous donne le volume de la chambre réverbérante, on vous donne la surface de ce local et on vous donne la surface de l'échantillon. Pour toutes les, ici, on a des tiers d'octave. Donc, l'octave 125, il y a 3 bandes de tiers d'octave. Alors, toujours dans les expériences en laboratoire, on travaille avec des tiers d'octave parce qu'on cherche la précision. Nous, dans notre exercice, on va se contenter de l'octave. C'est-à-dire, on ne va pas prendre les 3 bandes de tiers d'octave, on va se contenter de l'octave 125, 250, 500, 1000. Attention, là pour 1000, il y a une petite erreur, vous pouvez la corriger. Normalement, c'est 1000, hein, c'est pas 100. Hein. Après 2000 et 4000. Donc, on vous demande de déterminer le coefficient d'absorption pour chaque bande de tiers d'octave. Pour après tracer la courbe alpha fonction de f. C'est-à-dire qu'il faut retrouver l'allure qu'on a déjà établie. Hein. La ligne de verre, c'est un matériau poreux, donc on devrait trouver par expérience une courbe qui a cette allure croissante des basses fréquences vers les fréquences élevées. Donc, ce qu'on va faire, on va corriger ça au tableau. Donc, oui, d'accord. Si vous voulez me dicter les valeurs, parce que je ne les ai pas devant moi, mais seulement les octaves pour aller plus vite. Parce qu'on ne va pas faire 18 calculs, on va faire seulement 6 calculs. Donc, on a la première ligne dans laquelle vous avez les fréquences. La deuxième ligne dans laquelle vous avez T0, c'est la salle nue. Et la troisième ligne, vous avez T1 dans la salle qui est recouverte. Et on vous demande de calculer le alpha du matériau. Vous avez les données qui sont que le volume est égal à 200 mètres cubes. Vous avez la surface totale qui est égale à 200 mètres carrés. Et vous avez également la surface du matériau qui est égale à 120 mètres carrés. Donc là, ça correspond à notre figure. Donc la salle réverbérante. Donc vous avez le volume et vous avez le matériau. Ici, vous avez...
M est... Oui? 120 mètres carrés au lieu de 12. Ah, c'est 12. Donc on va mettre... C'est 12. D'accord. Moi, j'essaie de faire ça de mémoire, donc vous me dictez. Hein, parce que donc là, c'est 12 mètres carrés, effectivement. Donc là, on a SM égale 12 mètres carrés de matériaux. Donc ces 12 mètres carrés, elles sont répartis sur toute le local. Et par contre, la surface ici, totale du local, elle est recouverte par un matériau dont la valeur, on va l'appeler alpha 0, qui est inconnu. Donc alpha 0 est inconnu et alpha m est inconnu. Mais on ne vous demande pas de calculer alpha 0, on vous demande de calculer seulement alpha m. Pour toutes les fréquences. Donc ce qu'on va faire, on va trouver la formule de alpha m. Après, on va faire l'application numérique pour différentes fréquences. On ne va pas calculer le alpha m pour chaque fréquence à part, parce que sinon, on doit refaire 6 fois le même calcul. Donc, il vaut mieux trouver une formule. Après, on fait l'application numérique. C'est plus rapide. Donc, ici, j'ai 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000. Oui? Là? Ouais, alors là, je vous ai dit, on ne va pas calculer pour toutes les valeurs. Hein. On va se contenter de 6, c'est pour aller plus vite, hein, mais on aurait pu le faire. Hein. Parce que pour tracer une courbe, 6 points sont suffisants. 18 points, c'est plus précis, mais avec 6, déjà, c'est bon. Hein. Donc, c'est pour pouvoir finir l'exercice à temps. Donc là, vous me dictez là, les valeurs, comme ça on peut... Ou alors vous me donnez carrément votre poids, comme ça c'est plus rapide. Donc là, pour 125, vous avez 10,9 et 8,6. Pour 250, vous avez 6,3 et 4,3. Pour 500, 6,5 et 2,6. Pour 1000, 6,4 et 2,1. Pour 2000, 4,5, 1,9. Et enfin, pour 4000, 2,5, 1,4. Merci. Alors, quelles sont les formules qu'on va utiliser? C'est la formule de Sabine, hein, parce que c'est à partir du temps de réverbération qui est mesuré, on va remonter au coefficient d'absorption. Quelle est la formule de Sabine? Elle nous dit que le temps de réverbération, c'est égal à 0,16 fois le volume sur A. A, c'est l'aire d'absorption équivalente. Quelle est la formule qui nous donne A? La somme des alpha I, SI, de 1 jusqu'à N, N étant le nombre de surfaces qui constitue le local. Et on va écrire la formule de Sabine pour la salle nue et pour la salle recouverte. Pour la salle nue, c'est le T0. Et pour la salle recouverte, c'est T1. Oui, non, alors, à quoi est égal à 0? Il y a combien de termes?
je vous demande la formule. Hein. S0. Et c'est quoi le S0? C'est S total. Hein. Donc c'est alpha 0 fois S total. Hein. Maintenant, je cherche A1 dans la deuxième expérience. Combien il y a de termes dans A? Voilà, ça c'est le premier terme. Commençons par le deuxième terme. Pour SM. Hein? SM, il est connu, il est 12 mètres, hein? mètres carrés. Donc ça va être alpha M SM. Ça c'est la première surface qui est constituée locale. Plus, vous venez de le dire, alpha 0 avec quelle surface? ST moins SM. Pourquoi j'enlève SM? Parce que cette partie-là, n'est pas recouverte par alpha 0. Donc, elle ne va pas participer à l'absorption. Donc, on a SM, cette surface SM, elle est recouverte de matériaux alpha M. Et le reste, c'est S total moins SM, et il est recouvert matériaux alpha 0. Donc là, on a deux termes dans alpha, n égale 2. Donc là, c'est une erreur fréquente. Les gens oublient d'enlever la partie qui est recouverte. Faire attention. Donc, ouais. L'échantillon. SM, c'est la partie qui est recouverte. Mais elle est recouverte par SM, mais elle n'est plus recouverte du matériau initial. Parce que quand je colle la laine de verre, par exemple, sur le mur, la partie du mur recouverte ne participe plus à l'absorption. Donc, il faut l'enlever. Le volume, normalement, il faut mettre ici V0 et là V1. Est-ce que dans les deux cas, le volume est le même ou il a changé? C'est le même. Donc, il n'est pas tout à fait le même, hein, parce que quand même, il y a ce petit volume, mais c'est négligeable. Hein. Donc, on garde le même volume. Quand est-ce qu'il ne serait pas le même? Si j'avais ici un local, et pour la correction, j'ai mis un faux plafond. Dans ce cas, quel est le nouveau temps de réverbération? C'est 0,16 V avec un nouveau volume. Hein. Initialement, j'ai un volume, et quand j'ai mis l'absorbant, j'ai un nouveau volume. Donc là, il faut tenir compte de la variation du volume. Hein. Mais si je colle l'isolant directement sur le plafond, le volume entre les deux expériences ne va pas changer. Donc, si je remplace ici, je vais avoir T0 égale 0,16 fois le volume sur S total fois 0. Et la deuxième équation, ça va être T1 qui va être égal à 0,16 V sur alpha M SM plus alpha 0 facteur de S total moins SM. Est-ce que je suis capable de tirer alpha M de ces deux formules? On a un système de deux équations à deux inconnus. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour faire le calcul? Donc, je peux vous laisser du temps pour le faire vous-même si vous voulez, mais on pourrait le faire ensemble pour gagner plus de temps. Mais vous me dites quelle est la méthode? On cherche alpha M. On va tirer alpha 0 de la première formule et on va la remplacer dans la deuxième formule. Et je tire
alpha m de la deuxième formule. Alors, donc on va avoir alpha 0 égale 0,16 V sur ST fois T0. Et là, la deuxième équation, pour calculer alpha m, il vaut mieux que ce soit pas au dénominateur. Donc, on va prendre ceci, on va le mettre ici, et puis on va faire 0,16 V sur T1 au second moment. Donc, on va avoir alpha m SM plus ST moins SM, facteur de alpha 0. Le alpha 0, je le tire d'ici. C'est-à-dire 0,16 V sur T0. Donc, à quoi est égal ça? 0,16 V sur T1. 0,16 V sur T1 est égal à ça. Vous voyez qu'à partir de là, c'est facile de tirer alpha m. Il suffit de mettre, on va voir alpha m qui va être égal. Alors, 0,16 V sur SM T1 moins 0,16 V, comme ça, facteur de ST moins SM. J'écris pour avoir un peu la même formule. ST moins SM sur ST SM. Fois 1 sur T0. Donc, vous voyez que grâce à ça, j'ai une formule en fonction de T1 et de T0. Je fais l'application numérique seulement dans la formule et après, je peux l'appliquer à toutes les fréquences. Donc, alpha m égale, je vais calculer 0,16 V sur SM. Alors, avec l'application numérique, les valeurs du problème. Donc, une calculatrice, donc ça me permettra de trouver les valeurs. Alors, le T1, on ne va pas faire l'application pour le moment. On va le faire après, parce qu'il ne faut pas refaire tous ces calculs pour chaque fréquence. Je calcule ce coefficient, et après, je le fais pour toutes les fréquences. Vous avez compris? Parce que sinon, je suis obligé à chaque fois de poser tous ces calculs pour chaque fréquence. Donc, la constante, je la calcule maintenant. Combien vous avez trouvé ici? 2,67 divisé par T1. Et ça, on va le faire après pour les différentes fréquences. Hein. Moins sur T0, on va calculer 0,16 V, ST moins SM sur ST-SM. Non, il y a une erreur. ST moins SM sur ST moins SM. 2,51, voilà. Donc là, c'est le alpha m en fonction de T1, T0, et puis vous faites l'application numérique avec les différentes valeurs. Hein. Donc vous avez trouvé 0,08 pour la première valeur. Pour chaque fréquence, là, la première c'est 0,08 et vous calculez les autres valeurs. Hein. Donc vous avez déjà la formule, donc c'est pas la. Et pour la première formule, c'est 0,8. Voilà, vous avez déjà trouvé. Je ne sais pas si j'arrive à agrandir.
Tant pis. Je voulais faire un zoom sur le tableau, mais apparemment ça. كي بان مزيانة monsieur. Vous arrivez à lire? Oui. Donc la deuxième valeur, c'est quoi? La deuxième valeur, avec, donc vous faites 2,67 sur T1 sur 4,3 moins 2,51 sur T0. Les personnes à distance peuvent aussi participer au calcul, hein, nous aider. Donc la formule, vous l'avez, et vous avez T1 et T2. Et ici, c'est combien? 0,16. Moins. On ne peut pas avoir un temps négatif. Donc, vous allez inverser T1 et T2, 0. 0,22 secondes. Il faut retrouver le résultat du cours. Hein. Zéro virgule 64. Voilà. Donc, la question suivante, si vous lisez votre énoncé, on vous dit de représenter la courbe alpha m en fonction de la fréquence. On peut retrouver l'allure de la courbe de tout à l'heure. Donc, on va graduer les fréquences en octaves. Donc, ça vous fait 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000. Et là, on aura 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Là, ça va faire 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Là, c'est 125, 150, 500, 1000, 2000, 4000. Et après, je reporte les valeurs pour tracer la courbe. Alors pour 125, ça fait 0,08, c'est ici. Pour 250, 0,64, 0,64, c'est ici. Si on avait fait les autres calculs, on aurait des points intermédiaires. Hein. Il y a normalement 2 autres points. Mais là, la courbe, déjà, on peut la tracer. Pour 500, ça vous fait 0,60. Non, je me suis trompé peut-être. Non. Malgré, c'est 0,22. 0,22. Pour 500, c'est 0,64.
Ensuite, pour 1000, 0,88. Ici. 2085. Là. Et enfin pour 4000, 0,9. Voilà, et on trace la courbe. C'est une courbe qui respecte l'allure des matériaux poreux qu'on a vu dans le cours. Je vous laisse prendre la solution. J'espère que vous avez pris la solution. Donc, je vais maintenant passer à l'exercice suivant.
L'exercice suivant, c'est une assimilation d'un résultat du cours qui compare le champ réverbéré au champ direct, c'est-à-dire qu'il nous représente la répartition du niveau sonore dans un local. Je vais vous faire un petit rappel de cours avant d'entamer l'exercice. Donc, dans le cours, on a vu la chose suivante. Je vais effacer pour mettre un peu de place. Lorsque vous avez un son qui est émis dans un local, et il y a un niveau direct ou une intensité directe qui arrive au récepteur, son expression I dépend de la distance et est égale à la source, puissance de la source sur 4pi R au carré. Et on a vu qu'il y a également un niveau réverbéré, ou une intensité réverbérée, qui est égale à 4W sur R, avec R, je rappelle, c'est la constante du local qui est égale à la surface totale fois A sur la surface totale moins A. Lorsque on passe de l'intensité au niveau, on va avoir L, alors I c'est I direct, hein, I direct. L direct dépend de R. Par définition, c'est 10 log. Bon, même avant de passer à la définition, on a une démonstration que je peux exprimer avec le LW. Je ne vais pas refaire la démonstration. C'est LW plus 10 log de 1 sur 4pi R carré. Ça dépend de R. Et le L réverbéré, c'est aussi LW, mais plus 10 log de 4 sur sur R. Quand je combine, les intensités s'ajoutent, c'est-à-dire qu'on va avoir I qui dépend de R, le I global, c'est égal à I direct qui dépend de R, plus I réverbéré qui est une constante. Monsieur, c'est un autre exercice. Ouais, là, je suis en train d'introduire le deuxième exercice. Hein. Le deuxième exercice, il va nous confirmer des résultats du cours. Donc là, je vous fais un rappel de cours pour, c'est-à-dire justifier l'exercice qu'on va faire. Et donc, on a démontré dans le cours que L de R, c'est égal à L direct qui dépend de R, plus L réverbéré. Est-ce que cette écriture est correcte? Si j'ajoute l'intensité, non. On va mettre ici un rang pour dire que je vais composer les deux niveaux. Hein. Donc, ce n'est pas une somme numérique, mais une composition avec la méthode qu'on a vue dans le premier chapitre. Alors, on a montré dans le cours que si je représente le L dans le local, donc je vais représenter le L direct, le L réverbéré et également le L global, qui est en fait la composition des deux. Si je représente le L direct en fonction de log de R, j'ai trouvé que ça c'était sous la forme une constante moins 20 log de R. C'est une fonction qui est linéaire avec une pente de moins 20. Donc on a trouvé que on avait une courbe qui avait l'allure suivante pour le L direct. Par contre, pour le L réverbéré, on avait une constante
L réverbéré, valeur constante. Les deux niveaux vont être égaux à une certaine distance qu'on a appelée le R critique. Donc R en échelle logarithmique. Les deux sont égaux. Pour tracer le L, donc on peut faire cette composition, mais on constate que lorsqu'on est très proche de la source, il y a une grande différence entre le niveau direct et le niveau réverbéré. Si bien qu'on n'entend pratiquement que le niveau direct. Quand il y a une grande différence entre deux niveaux, je vous avais donné l'exemple à quoi est égal 60 décibels que je compose avec 20 décibels, c'est égal à combien? Sans faire le calcul, 60. Pourquoi c'est égal à 60 décibels? En fait, c'est égal à 60,000 quelque chose. Hein. Donc, ça fait finalement 60. Quand vous avez une grande différence entre les deux, on ajoute des petites poussières au niveau le plus fort pour trouver le résultat. À partir de 15 décibels de différence, on ajoute 0,01, ce qui est déjà petit. Donc, s'il y a encore plus de différence, ça veut dire qu'en fait, c'est pratiquement négligeable. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme ici, comme niveau? Je vais avoir pratiquement le niveau réverbéré. Le niveau direct, pardon. Quand on est très loin, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est le contraire. Niveau réverbéré. Et quand les deux sont égaux, je vais avoir la valeur commune, plus combien de décibels? Enfin, on l'a vu dans le cours. On a deux intensités qui sont égales. Plus 3 décibels. Oui, pardon? On ajoute 3 décibels. On ajoute 3 décibels, voilà. Donc, vous vous souvenez du cours. Hein? Donc là, le point ici, c'est la valeur commune qui est ici, plus 3 décibels. Et ainsi, ça nous permet d'avoir l'allure. Donc ça, c'était qualitatif. Mais quantitativement, on va le vérifier dans cet exercice pour confirmer le résultat du cours et en même temps pour nous familiariser avec ces différentes formules. Donc là, je reviens à l'exercice. Donc, avant de démontrer ce résultat-là, il y a une question préliminaire. Alors, on considère un auditorium qui a les dimensions suivantes, 40 sur 20 sur 5. Un auditorium, c'est un local qui sert à présenter des auditions, à faire des auditions. Qu'est-ce que c'est qu'une audition? C'est lorsque vous répétez une chanson, donc on fait une audition. Donc c'est de la musique. Hein. Pour la musique, on a dit le temps de réverbération optimum, c'est plutôt 0,8 secondes. Alors pour obtenir ce 0,8 secondes, on avait traité ce local. Maintenant, on vous demande, dans cette première question, de trouver comment est-ce qu'on l'a traité. Cet auditorium a une forme géométrique qui est formée de rectangles, puisqu'on vous donne de longueur, largeur. C'est-à-dire que c'est un... Quel est le nom du volume qui est formé de rectangles? Mutawazi al-mustatilat. D'accord? Et c'est quoi en français? Voilà, vous le savez. Donc, parallélépipède. Donc, vous avez les dimensions du parallélépipède. Et on vous dit que le revêtement, vous voyez, maintenant je parle de revêtement, pas du matériau. Le revêtement du sol et des murs ont le même coefficient d'absorption, 0,25. Parce que les murs, ils ne sont pas construits avec un matériau qui a 0,25 comme absorption. Parce que s'ils sont en béton ou en brique ou n'importe quel autre matériau, vous avez, le alpha est très petit. Donc ça veut dire que le mur a été recouvert d'un matériau absorbant.
il y a ce qu'on appelle des moquettes murales. Par exemple, on peut recouvrir le mur, donc des moquettes murales, ou du papier peint, des choses comme ça qui permettent d'absorber le sol, ainsi que le sol. Par contre, le plafond, il a été recouvert par un autre matériau, alpha prime. C'est ce qu'on on vous demande de calculer le alpha prime, de telle sorte à ce que le temps de réverbération soit de 0,8. On vous rappelle la formule de Sabine, et en même temps, on vous demande de calculer alpha prime. Donc maintenant que vous avez pris l'énoncé de la première question, la deuxième question, c'est ce que j'ai introduit. Hein. On va la démontrer tout à l'heure, mais pour le moment, donc je vais revenir au tableau et on va essayer de répondre ensemble à cet exercice. Donc, vous avez un local parallélépipédique. Sur le plafond est recouvert d'un matériau alpha prime, alors que les murs et le sol sont recouverts d'un matériau alpha. Et vous avez les dimensions, grand L, 40 mètres, petit L égale 20 mètres, et la hauteur sous plafond, H, est égale à 10 mètres, n'est-ce pas? 5 mètres. Donc, on a la formule de Sabine, je vais l'écrire. Donc, T égale 0,16 V sur A. T égale 0,8 secondes. Bon, maintenant, à partir de la formule de Sabine, on vous demande de remonter à la valeur de Paprine. Donc, c'est pas difficile, ça ressemble, c'est le même esprit que l'exercice qu'on vient de faire. Donc, je vais vous laisser faire ce calcul. Comme ça, vous aurez une certaine autonomie. Il faut calculer alpha prime avec cette, en utilisant donc la formule. Donc, c'est pas difficile, mais dans l'exercice précédent, on vous a donné la valeur de V, on va vous donner la valeur de S. Là, c'est à vous de la calculer d'après l'énoncé.
ici dans le grand A égale sigma de 1 jusqu'à n, alpha I, SI. Quelle est la valeur de n ici? Ouais, il y a combien de surfaces? 2. Voilà, donc il y aura 2 termes dans le alpha. Donc il faut trouver quels sont les coefficients. Donc il y a un terme avec alpha et un terme avec alpha prime. Donc il faut trouver la surface qui concerne alpha et la surface qui concerne alpha prime d'après la figure. Oui, puisque la forme est simple, donc même le calcul de surface est de... Donc le volume, c'est le produit des 3 dimensions. Voilà, donc c'est simple. Ouais. Donc ici, vous avez des surfaces, un local qui est simple. Là, ce local ici, il n'est pas pareil là où on est. Hein. Donc là, vous voyez, là, il y a une petite... Donc on peut diviser le local, quand il n'est pas simple, en plusieurs volumes qu'on peut calculer facilement. Donc, si vous voulez, je vais corriger au tableau pour aller plus vite, mais en même temps, vous travaillez. Donc, on écrit la formule de Sabine. Donc, il nous faut le volume et le A. À quoi est égal le volume V? C'est L fois petit l fois H est égal à 4000 mètres cubes. Maintenant, il me faut le A. À quoi est égal A? Sigma de alpha I SI. Alors, ça va être alpha facteur de la surface. Quelle surface? On a dit le sol, S du sol, plus S du mur. Ça, c'est le premier terme. Et le deuxième terme, plus alpha prime fois le S du plafond. Donc, il y a 2 termes. Maintenant, il faut calculer chaque surface. La surface du sol est égale à la surface du plafond, parce que l'un est en face de l'autre. C'est égal à grand L fois petit l. C'est-à-dire 800 mètres carrés. Par surface du mur, combien? H fois L. Alors H, c'est H fois petit l. Oui. Non, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ça, c'est seulement un mur. Hein. On a 4 murs. Non, c'est pas fois 4. Fois 2, parce que les murs ne sont pas identiques. Hein. Donc, on va avoir 2 H fois L plus 2 H au grand L, hein, les grands murs. C'est-à-dire c'est égal à 2 fois H facteur de grand L plus petit l. Hein? Tous les murs participent. Hein? J'ai mis ici alpha, mais en fait, vous avez alpha dans les 4 murs. Hein? Le plafond, on a alpha prime. Hein? Donc, on l'a compté ici. Donc, ça, c'est égal à combien? 600. Donc, moi, je cherche alpha prime. Donc, je vais mettre A au numérateur. Donc, je vais avoir A qui est égal à combien? À 0,16 V sur T. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, c'est égal à sigma de alpha I SI. Donc c'est égal
à alpha facteur de S sol, combien? 800 plus S mur 600 plus alpha prime. Alors, le alpha, on le connaît. Il est égal à combien? Alpha est égal à 0,25. Hein. Donc là, ça va être 0,25 plus alpha prime fois 800. Et ça, c'est égal, donc 0,16 V, 0,16 fois le volume qui est 4000 sur T qui était 0,8. Donc, vous voyez là, je tire alpha prime facilement de cette équation. Donc, tout calcul fait, vos camarades sont en train de calculer alpha prime. On trouve alpha prime égale 4000, oui. Voilà, c'est ça. Quelle est l'unité? Ouais. Sans unité. Sans unité. Hein. C'est un coefficient. C'est le rapport. Ouais. Ouais. Question piège. Donc ça, c'est la solution de la première question. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de finir l'exercice, donc on le finira la prochaine fois. Je vais faire l'appel pour contrôler votre présence.
أمال المهدي. Présent. عرباني طه. Présent. بقى لي حمزة. أفصى. شقاقة. أحمد. لا شقاقة. أفصى. C'est Torina un message. Donc, si quelqu'un a un problème de micro, il m'envoie un message comme quoi il est présent. Hein? C'est ça? Daoudi Ayoub. Présent. Harchi Leila. Présente. Harkash Fatima. Présente. Mstari Hala. Hala, Mstari. HM. Pas de réponse. كاينة. D'accord. Mia Diamba. Vous êtes là? Monsieur Ahmed Chifak est présent. On va récapituler à la fin. Nadmi Mohamed. Mohamed, vous êtes là? Nadmi. Ok. Raji Issam. Vous êtes là? Bayada Abdelrahim. Présent, monsieur. Belkhal Ikram. Ikram. Je vois aucune lettre I ici. Hein? Kaina? Présente. Ah oui? Présente. Alors, Berdij Hicham. Hicham Berdij. Berdij, je ne vois pas Berdij. Ça. Fargoni Issa. Présent.